Donc salut à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour pour faire quelques rappels de cours sur l'appareil musculo-squelettique, donc un chapitre assez important pour le concours. Donc on va aborder deux points, donc tout d'abord le fonctionnement musculaire et ses modes d'action, et dans un deuxième temps on va aborder les outils d'évaluation de la fonction musculaire. Donc tout d'abord il faut savoir qu'il y a différents types de muscles dans le corps humain, donc on va avoir les muscles lisses, autrement appelés les muscles de la vie végétative, et les muscles striés, donc les muscles de la vie animale. Dans ces muscles striés, on va avoir le muscle cardiaque, donc très important, qui est indépendant, et les muscles striés squelettiques. Donc on va approfondir un petit peu les muscles striés squelettiques. Donc le muscle strié squelettique, ça va être le seul organe qui va assurer le travail biomécanique. Donc sa fonction, ça va être de transformer l'énergie biochimique en énergie mécanique, et il va permettre l'activité physique. Donc c'est le seul organe qui va permettre cela. Donc ce qui est très important à savoir, c'est qu'une unité motrice, c'est constitué d'un motoneurone et de l'ensemble des fibres musculaires qu'il va innerver. Donc ensuite, on va parler de l'anatomie du système musculo-squelettique. Donc faut savoir tout d'abord que le tendon permet de faire le lien entre le muscle et l'os, donc à ne pas confondre avec le ligament ou avec d'autres items qui pourraient être proposés. C'est vraiment le tendon qui va faire ce lien-là entre le muscle et l'os. Donc ensuite, ici, on a un schéma avec les différentes enveloppes du muscle, donc c'est à connaître, à ne pas confondre l'endomysium avec le périmysium par exemple, et puis l'épimysium. Donc c'est assez important de savoir différencier ces différentes enveloppes. Donc ensuite on va parler de la contraction musculaire lors d'un mouvement. Donc lors d'un mouvement, on va avoir deux types de muscles. On va avoir les muscles agonistes qui vont permettre le mouvement, donc qui sont responsables du mouvement, et les muscles antagonistes, donc qui vont s'opposer au mouvement. Ils vont être activés par réflexe et ils sont moins actifs que les agonistes. Donc lors d'un mouvement, il y a ces deux types de muscles qui vont rentrer en jeu et donc ça s'appelle la coactivité. Donc c'est indispensable au mouvement. Donc cette coactivité, elle permet le maintien des structures osseuses, de stabiliser l'articulation. Ça va permettre aussi d'équilibrer la pression au sein de la capsule articulaire. Et ça va permettre aussi de freiner le mouvement, donc d'améliorer la coordination. Donc c'est vraiment très important cette notion de coactivité. Donc voilà, donc là c'est un exemple pour les muscles agonistes et antagonistes. Donc par exemple là on a l'exemple du mouvement de flexion du coude, donc la flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc lors de ce mouvement, les muscles agonistes ça va être les fléchisseurs, donc le biceps, et les muscles antagonistes ce sera les extenseurs, donc ici ce sera le triceps. Et donc au contraire, lors d'un mouvement d'extension, les muscles agonistes ce seront les extenseurs, donc ici le triceps, et les muscles antagonistes les fléchisseurs, donc le biceps. Donc maintenant, on va parler du système de levier dans le corps humain. Donc c'est très important. Donc chaque articulation ne va pas se caractériser par le même type de levier dans le corps humain. Et donc le système de levier, ça va être caractérisé par quatre choses. Il y a le levier, donc c'est souvent un os qui va se déplacer. Il y a le pivot qui va être l'articulation mise en jeu lors du mouvement. Une charge ou un poids et une force qui va s'appliquer au point d'insertion du muscle. Donc ça c'est très important. Donc voilà, donc là j'ai mis trois exemples de leviers dans le corps humain. Donc on va avoir tout d'abord la nuque qui est un levier interappui. Donc le levier ça va être le pivot ça va être la nuque, la charge le poids de la tête, la force à la base du crâne. Donc ensuite on a la cheville. Donc la cheville ça va être un levier interrésistant ou intercharge. Ça dépend des cours, donc vous allez voir dans vos cours il y a les deux notions qui sont évoquées. Donc le levier, le pied, le pivot, l'articulation des orteils, la charge, le poids de l'individu et la force au niveau du calcanéum. Donc voilà, et le coude, ça va être un levier interforce ou interpuissance. Donc pareil, ça dépend dans vos cours. Donc voilà, avec les différentes caractéristiques de ce levier-là. Donc maintenant, on va parler des trois types d'actions musculaires. Donc on va avoir deux modes d'action dynamique. Donc il y a l'action concentrique, qui est un mode d'action dynamique, et le deuxième, ça va être l'action excentrique. Et ensuite, on a un mode d'action statique, donc l'action isométrique. Donc pour l'action concentrique, ça va être dû à un raccourcissement du muscle agoniste. Donc par exemple, on peut prendre l'exemple, si vous prenez un stylo dans votre main et que vous voulez faire une flexion, le mouvement souhaité va être réalisable parce que le poids du stylo va être inférieur à la force musculaire. Donc là, ça va être une action concentrique, vu que le raccourcissement du muscle agoniste, donc le raccourcissement du biceps qui va se contracter. Ensuite, on va avoir l'action excentrique. Donc ça va être l'allongement du muscle agoniste avec le mouvement produit qui va être à l'inverse de celui qui était souhaité. Donc par exemple, si on prend un énorme poids qu'on n'est pas capable de soulever,
et qu'on veut faire une flexion, le biceps ne va pas être capable d'endurer ce mouvement parce que la force musculaire du biceps va être inférieure au poids de l'objet. Et donc l'action isométrique, celle qui reste, c'est pas de modification de la longueur du muscle agoniste, donc il n'y a pas de déplacement osseux, et donc le poids de l'objet est égal à la force musculaire. Donc maintenant on va parler de quelque chose de très important, donc le moment de force. Donc il faut vraiment savoir la formule par cœur. Moment de force égale F fois D. Le moment de force s'exprime en newton par mètre, et la force en newton et la distance en mètres. Donc voilà, F correspond à la force, D correspond à la distance entre le pivot et la force. Donc là on a un petit schéma imagé. Donc là le centre de l'articulation, la force, la ligne d'action de la force, et donc on trace la perpendiculaire et on trouve D, la distance. Donc on aura un moment de force maximale lorsque le levier sera horizontal, donc c'est-à-dire perpendiculaire à la force appliquée. Donc là, autrement dit, lorsque le coude va être par exemple à 90 degrés, on aura un moment de force maximal. Donc maintenant on passe à la deuxième partie, donc on va évoquer les outils d'évaluation de la fonction musculaire. Donc l'isocinétisme va permettre de calculer une force pendant une vitesse constante. Donc c'est un travail au cours duquel la vitesse du mouvement est constante sur l'amplitude totale du mouvement articulaire, et la résistance exercée par la machine va être auto-adaptée à la force développée par le patient. Donc vraiment, pendant tout le long de la mesure, la vitesse du mouvement est constante. C'est très important à savoir. Et donc ça va être dans un but de rééducation pour établir des bilans fonctionnels et d'entraînement dans des cas de déficit neuromusculaire, puisque la vitesse du mouvement va être constante et que la résistance exercée par la machine va être adaptée à la force développée par le patient. Donc plus la force développée par le patient va être élevée, plus la résistance va être élevée. Donc du coup on va pouvoir voir l'évolution dans un but de rééducation. Et donc l'évolution du moment musculaire au cours d'un mouvement peut être suivie en fonction de la position angulaire, donc l'angle de l'articulation. Donc ça c'est vraiment le graphique qu'on aura à la fin de la mesure en fait. Donc lors de l'évaluation de l'isocinétisme, on va pouvoir mesurer différents paramètres. Donc le pic torque qui va être le moment musculaire maximal que le sujet va être capable de développer à une vitesse donnée sur toute l'amplitude du mouvement isocinétique. Et donc sur le graphique qu'on aura, ce sera le sommet de la courbe. Donc ça c'est comme ça, moment musculaire, ce sera en newton par mètre. On peut aussi mesurer la position angulaire, donc qui va permettre de déterminer l'angle où le muscle est le plus fort ou anormalement faible. On va aussi pouvoir mesurer le travail en joules, la puissance en watts, les rapports ou les ratios entre groupes musculaires homologues. Donc on va pouvoir comparer le côté sain et le côté lésé, ou le côté gauche avec le côté droit. Ensuite, on va pouvoir avoir un rapport ou des ratios entre groupes musculaires antagonistes et agonistes, donc ça on y reviendra tout à l'heure. Le temps d'inhibition réciproque, l'endurance ou le test de fatigue. Donc voilà, c'est assez complet comme évaluation. Donc voilà, donc on va revenir sur le rapport ou le ratio entre les groupes musculaires antagonistes et agonistes. Donc ça va s'agir d'une comparaison entre muscles antagonistes et agonistes d'un même groupe musculaire selon le rapport antagoniste sur agoniste. Donc ça c'est très important. Ça va être un rapport essentiel d'un point de vue articulaire. Si les valeurs de rapport sont faibles, alors il y a un risque d'instabilité ou de lésion musculaire. Donc c'est vraiment très important de calculer ce rapport-là, d'un point de vue articulaire. Donc on peut calculer deux rapports. Donc on va avoir les rapports conventionnels et les rapports fonctionnels. Donc les rapports conventionnels, ça va être la comparaison de muscles antagonistes et agonistes selon le même mode d'action et la même vitesse angulaire. Donc très important, la même vitesse angulaire et le même mode d'action. Donc soit en concentrique, soit en excentrique. Donc par exemple, en mode concentrique, on va avoir antagoniste en concentrique à la même vitesse angulaire que l'agoniste en concentrique. Donc très important comme formule, on demande souvent ça au concours, il y a toujours une ou deux questions. Et ensuite les rapports fonctionnels. Donc c'est la comparaison de muscles antagonistes en mode excentrique, donc avec une vitesse moins alpha en agoniste, et agoniste en mode concentrique avec une vitesse plus alpha, selon le rapport antagoniste excentrique sur agoniste concentrique. Donc là, par exemple, si on mesure à une vitesse de 180, on prendra antagoniste à moins 180, ce qui fera 180. Donc vraiment toujours la même vitesse angulaire avec moins alpha et plus alpha. Donc maintenant, on va parler des propriétés mécaniques du muscle. Donc pour étudier ces propriétés, il faut établir des relations qui caractérisent le fonctionnement du muscle et qui vont relier le moment musculaire et l'angle de l'articulation, et le moment musculaire et la vitesse angulaire.
Donc lors d'une action isométrique, l'évaluation, déjà il faut savoir qu'elle va s'effectuer à une vitesse nulle. Donc très important, isométrique, l'évaluation s'effectue à vitesse nulle. Donc du coup, on va évaluer la relation moment musculaire par rapport à l'angle de l'articulation vu que la vitesse va être nulle. Donc lors d'une action isométrique, il faut savoir que les moments musculaires varient selon l'articulaire testé. Ça varie, donc il n'y a pas de relation type. On ne peut pas établir une relation type, ça varie dans tous les cas. Donc chaque articulation va posséder sa propre relation moment-angle. Donc ça c'est important de savoir, lors d'une action isométrique, vitesse nulle, et il n'y a pas de relation type entre le moment musculaire et l'angle de l'articulation. Donc ensuite, les actions concentriques ou excentriques, donc on va évaluer la relation moment musculaire par rapport aux vitesses angulaires, parce que là la vitesse va varier. Donc lors d'une action concentrique, quel que soit le muscle, quand la vitesse angulaire testée augmente, les moments musculaires vont diminuer. Ça c'est à savoir, c'est une propriété. Et action excentrique, les moments musculaires sont indépendants de la vitesse angulaire testée. Et voilà, et donc ensuite, pour une même vitesse angulaire testée, les moments musculaires lors d'une action excentrique vont être supérieurs aux moments musculaires lors d'une action concentrique. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous souhaite bonne chance. Donc, bonjour à tous. Maintenant qu'on a vu les petits rappels de cours, on va pouvoir enchaîner avec 2 premiers exercices. Donc, pour ce qui est du premier, il concernait donc le cours de Monsieur Bessot et il portait principalement sur tout ce qui était bras de levier. On vous a fait en 2 parties pour vous mettre 2 exemples de leviers différents. Donc voilà l'intitulé de l'exercice 1. Donc vous allez voir, on a fait beaucoup d'exercices sur le ski parce qu'on n'a pas pu partir au ski à cause du Covid. Donc forcément, on a eu un peu le seum et on a essayé de se rattraper avec les kinés font du ski. Donc voilà l'intitulé du premier exercice. Il est un peu grand, il est même très grand, avec beaucoup d'informations. Donc c'est aussi des exemples que vous pouvez avoir dans les annales, donc il faut faire attention avec ce genre d'énoncés qui sont très gros, il faut savoir repérer les informations importantes. Et vous allez voir, tout ce gros paragraphe, on va réussir à le réduire à un seul schéma. Donc voilà l'intitulé, on va le relire. Donc Bastien part skier, au vu de son niveau incroyable, il se dit qu'il est plus raisonnable de bien se protéger en cas de chute. Il enfile donc son casque d'1 kg. Pour continuer à profiter du beau paysage de la montagne, il doit lutter contre le poids du casque qui entraîne sa tête vers l'avant. Et pour cela, il utilise son muscle trapèze. Donc là, on vous donne quelques informations sur le muscle trapèze. Donc il fait partie du plan superficiel du rachis cervical. Sa contraction entraîne entre autres une extension de la tête. Il se situe à 4 cm en arrière du centre de l'articulation cervico-occipitale et il forme un angle de 60 degrés à son insertion sur l'os occipital. Enfin, le centre de gravité de la tête, il se situe à 3 cm en avant du centre articulaire et le centre de gravité du casque est au-dessus du centre articulaire. Et on vous rappelle qu'on donne G égale 10 mètres secondes moins 2. Donc là, voilà le gros énoncé et on va le résumer avec ce schéma qui regroupe toutes les informations. Donc on retrouve le centre articulaire qui est donc représenté par une croix dans un rond. Les 2 centres de gravité donc du casque au-dessus du centre articulaire et de la tête 3 cm en avant. Et enfin, en arrière du centre articulaire, l'insertion du muscle trapèze avec son ongle. Donc voilà la première question. On vous demandait de donner le type de levier qui correspondait à la description. Donc ce levier, c'est un levier interappui. En effet, le muscle trapèze, il représente ici la force. Et cette force, elle est située en arrière de l'appui. L'appui, il est représenté par l'articulation cervico-occipitale. Et en avant de l'appui, on retrouve la résistance qui est due au poids de la tête. Maintenant, on attaque dans le dur avec la deuxième question. Sachant que le crâne de Bastien pèse environ 2 kg, calculez la force que doit fournir le muscle trapèze pour garder la tête droite. Donc, pour répondre à cette question, on va d'abord se demander quel poids subit la tête. Donc là, pour garder la tête droite, le muscle doit fournir un moment égal au moment du poids de la tête et uniquement du poids de la tête. En effet, ici, le poids du casque n'intervenait pas dans la résistance car son centre de gravité il est aligné verticalement avec le centre articulaire. Donc le moment de force du casque, il était nul. Comme on peut le voir ici, le moment de force du casque était nul, son centre de gravité il est aligné avec le centre articulaire, donc la seule résistance que subit le muscle trapèze,
c'est le poids de la tête. On va donc commencer par calculer le moment de force du poids de la tête. Donc on sait que son centre de gravité, il est situé à 3 cm en avant de la charnière et que le poids il est orienté verticalement vers le bas. Donc le poids il forme un angle droit avec l'horizontale. Ainsi on peut reprendre la formule du moment de force qui est donc F fois D et on retrouve le calcul est égal à 2 qui correspond au poids du crâne en kilogrammes fois 10 l'accélération de pesanteur multiplié par sinus 90 fois 0,03 qui est la distance entre le centre de gravité et le centre articulaire. On obtenait donc 20 fois 0,03, parce que je vous rappelle que sinus 90, ça vaut 1. Et donc on obtenait un moment de force qui est égal à 0,6 Nm. Donc maintenant qu'on a calculé le moment de force du poids de la tête, on va pouvoir calculer la force du muscle trapèze. Donc pour rappel, on veut que la tête reste droite. Et donc pour cela, il faut que le muscle trapèze fournisse un moment de force égal à celui du poids de la tête, soit le moment du muscle trapèze est égal à 0,6 Nm. Pour trouver la force, on utilisera ensuite la formule, donc on la modifie un peu et on trouve que F est égal à M sur D. Donc M le moment de force et D le bras de levier. Donc pour calculer la force, on commence par calculer le bras de levier, donc D qui est égal à sinus 60 fois 0,04. 0,04 c'est votre distance de 4 cm entre le centre articulaire et l'insertion du muscle. Donc 4 cm en mètres, ça donne 0,04. Et donc on trouve un bras de levier égal à 0,035 mètres. Et enfin pour finir, on peut calculer la force du muscle trapèze qui est égale à 0,6, le moment de force, divisé par 0,035 le bras de levier, soit une force totale de 17,1 Newton. Donc j'espère que cette première partie a été pour vous. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice qui concernait un levier autre. Donc, on reprend un petit énoncé. Elisa est arrivée en bas des pistes avant Bastien et elle est condamnée à l'attendre. Elle tient ses chaussures dans sa main et pour garder le coude fléchi avec un angle de 115 degrés, elle utilise son muscle brachioradial dont les insertions sont représentées sur le schéma ci-dessus en l'occurrence. Donc, on estime que ces chaussures pèsent 0,002 tonnes. Le centre articulaire est représenté par une croix sur le schéma et l'insertion distale du muscle se trouve à 29 cm du centre articulaire. Et elle forme un angle de 30 degrés avec l'avant-bras. Enfin, le centre de gravité de ces chaussures est situé à 34 cm du centre articulaire du coude et le bras de Lisa est vertical. Donc là, encore une fois, on se retrouve avec un énoncé qui est assez dense et on va réussir à le réduire à des schémas. Donc la première question, on vous demandait de calculer le moment de force du muscle brachioradial pour maintenir la position. Donc là, on reprend les formules du cours, toujours se baser sur les formules. On sait que le moment de force se calcule, M est égal à F fois D, avec D le bras de levier et F la force appliquée. On va donc commencer par calculer le moment de force du poids. Pour cela, on calcule le bras de levier du poids. Et on sait que le bras de levier, c'est la distance entre le centre articulaire, et cette distance, elle est orthogonale à la force. Donc voilà un petit schéma qui va nous aider à nous y retrouver un petit peu. On sait que l'angle formé par le coude, il est de 115 degrés. Donc pour calculer le moment de force du poids, on va donc calculer l'angle entre l'avant-bras et le bras de levier. Et donc ça nous donne le schéma suivant. On a 115 degrés qui est l'angulation à laquelle l'avant-bras est fléchi. Ensuite, on voit les 20 newtons, ils représentent donc le poids des chaussures. On sait que le bras de levier, il forme un angle de 90 degrés avec le poids, et donc ce qui nous donne à la fin un angle de 25 degrés sur le triangle. Donc on va commencer par calculer le bras de levier du poids. On utilise cette fois-ci le cosinus. En effet, on sait que cos alpha, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc là, on a notre alpha qui est de 25 degrés. Et la longueur de l'hypoténuse qui est de 34 cm. On va donc pouvoir calculer le bras de levier qui vaut donc cos alpha fois hypoténuse. Ici, le bras de levier, il est représenté en rouge, c'est donc le côté adjacent à l'angle. Donc on fait cos 25 fois 0,34 qui est égal à 0,31 m. Là, on a donc
le bras de levier. Une fois qu'on a le bras de levier, on peut calculer le moment de force du poids, qui vaut donc M est égal à F fois D, soit 20. Donc 20, c'est le poids des chaussures, les 2 kg des chaussures fois l'accélération de pesanteur, fois 0,31 le bras de levier. On obtient donc un moment de force pour le poids des chaussures qui est de 6,2 Nm. Une fois qu'on a le moment de force du poids, donc de la résistance en fait, on va donc pouvoir calculer la force que doit faire le coude pour garder la position. Donc le moment du poids doit être égal au moment du muscle brachioradial, soit 6,2 Nm. Donc on peut calculer le bras de levier du muscle brachioradial avec sinus alpha est égal à côté opposé sur hypoténuse. On sait que alpha est égal à 30 degrés. Ça, c'est ce qu'on a par rapport à notre schéma avec les insertions et par rapport à l'énoncé. La longueur de l'hypoténuse, c'est de 29 cm. Donc le bras de levier est égal au sinus alpha fois l'hypoténuse, donc sinus 30 fois 0,29. Et on obtenait 0,145 m. Pour la force du muscle brachioradial, on fait comme tout à l'heure. On divise le moment de force par le bras de levier et on obtenait 42,8 Nm. Donc là, pour vous rappeler, les 30 degrés, ils venaient de l'insertion avec l'avant-bras. Le bras de levier, il est ici représenté en vert et les 29 cm, c'était la distance entre l'insertion distale du muscle brachioradial et le centre articulaire. Enfin, la dernière question de cet exercice, on vous demandait, en comparaison avec le levier utilisé dans la première partie, lequel est le plus propice à l'efficacité de la force fournie. Donc là, c'est pareil, on va essayer de retrouver nos éléments de cours pour répondre à la question. On sait que le levier du muscle brachioradial, c'est un levier interforce. Donc c'est un levier qui est très présent au sein du corps humain. Par contre, c'est le levier le moins propice à la force. En effet, le bras de levier de la résistance, il sera toujours supérieur à celui de la force. Si on reprend le schéma de tout à l'heure, on voit bien que notre résistance, elle est faite par le poids des chaussures et elle est donc plus éloignée du centre articulaire que l'insertion distale du muscle. C'est donc pour ça que le bras de levier de la résistance est toujours plus grand que celui de la force. Donc à l'inverse, on aura un levier interrésistant qui lui offrira beaucoup plus de force. Le levier interrésistant, on ne vous l'a pas mis dans ce cours, mais pour ce qui est de tout ce qui est calcul de bras de levier, ce sera exactement la même chose. Donc j'espère que ça a été pour ce premier exercice. On va passer maintenant à l'exercice 2 qui concernait tout ce qui était ratio. Donc on reprend un petit énoncé. Lors de leur cours particulier avec leur moniteur, les kinés apprennent l'importance de la flexion-extension plantée de bâton lors des virages. Les muscles quadriceps et ischio-jambiers sont à l'origine de ce mouvement de flexion-extension de genou. Après plusieurs essais, se rendant compte de son échec, Manon se demande s'il n'existe pas un déséquilibre entre ces deux muscles et donc elle décide de réaliser quelques mesures. Donc voilà les résultats que Manon obtient. On a donc des valeurs en excentrique à 20 degrés secondes et en concentrique à 20 degrés secondes. Pour les ischio-jambiers gauche, droit et les quadriceps gauche et le quadriceps droit. Donc la première question, on vous demandait, lors de l'extension du genou, y a-t-il une asymétrie pathologique entre le côté droit et le côté gauche? Donc là, pour cette première question, il fallait voir le mouvement d'extension de genou. Donc on sait qu'il est réalisé par la contraction du muscle quadriceps. On va donc comparer le mouvement concentrique du quadriceps gauche par rapport au quadriceps droit. Et donc il s'agit ici d'un rapport entre groupes musculaires homologues, puisqu'en effet, les deux quadriceps réalisent le même mouvement qui est l'extension de genou. Pour ce groupe musculaire homologue, les ratios sont donc le muscle en concentrique quadriceps droit sur quadriceps gauche en concentrique. Par rapport à notre tableau, on obtient donc 25 sur 40 et on trouve un ratio de 0,625. Donc là, attention, 0,625 c'est la valeur du ratio. Pour savoir quelle est la différence, on doit enlever 0,625 à 1. On obtient donc 0,375, soit en pourcentage 37,5%. Et donc, d'après le cours, on sait qu'on est bien sûr
supérieur aux 10%, et donc on a une asymétrie qui est complètement pathologique, ce qui peut expliquer les super exploits de Manon au ski. Enfin, la deuxième question, on vous demandait combien de ratios fonctionnels on pouvait calculer pour un mouvement de flexion de genou et bien sûr de donner leur valeur. Donc cette fois-ci, on est en flexion de genou. Pour ce qui est de la flexion de genou, les muscles agonistes sont les ischio-jambiers et les antagonistes sont les quadriceps. On va donc pouvoir calculer deux ratios fonctionnels, un du côté droit et un du côté gauche. Donc là, on vous rappelle la formule pour calculer un rapport fonctionnel. C'est donc le muscle antagoniste en excentrique sur le muscle agoniste en concentrique. Donc voilà, on reprend notre petit tableau pour que ce soit plus simple. Pour le ratio du côté droit, on doit donc prendre le quadriceps droit en excentrique sur le ischio droit en concentrique. Donc on va donc prendre les valeurs 12 et 28. Donc 12 divisé par 28, on obtient 0,43. Pour le côté gauche, le ratio c'est donc quadriceps gauche en excentrique sur les ischios gauche en concentrique. Donc soit 17 divisé par 30 et on obtient 0,57. Donc après ces calculs de ratio, on vous demandait quel côté semble avoir le plus de risque d'instabilité. Donc pour répondre à cette question, on reprend nos valeurs de ratio. Là, on voit bien que c'est le côté droit, car c'est lui qui possède la plus faible valeur de ratio. Donc en effet, plus le ratio est faible, plus ça montre qu'on a un côté, en revanche ici, un muscle qui est plus fort que l'autre. Et donc ici, c'était donc le côté droit. Et on voit qu'on a une instabilité en faveur des ischio-jambiers, puisqu'en effet, c'est eux qui ont des valeurs plus fortes. Donc ici, on voit qu'ils ont des valeurs de 28 et de 30, contrairement aux quadriceps qui sont de 17 et de 12. Donc, la quatrième question, si on augmentait la vitesse angulaire lors de l'extension, quelles seraient les conséquences sur le quadriceps et sur les ischio-jambiers ? Donc, pour ce qui est de l'extension de genou, on vous rappelle que le quadriceps, c'est l'agoniste et les ischio-jambiers sont les antagonistes. Donc, si on augmente la vitesse angulaire, les moments concentriques, ils vont diminuer, donc le quadriceps sera donc moins fort. Ça, c'est un élément, encore une fois, de cours. On sait que les muscles agonistes voient leur moment de force varier avec la vitesse angulaire. Donc là, en l'occurrence, le muscle quadriceps sera moins fort si on augmente la vitesse. Par contre, pour ce qui est des ischios, eux, ils sont des muscles antagonistes lors de l'extension de genou. Et eux, leur moment ne changerait pas, car les moments excentriques, ils sont complètement indépendants de la vitesse angulaire. Ça, c'est un truc à bien se rappeler. En effet, on n'a pas pu prouver que les muscles antagonistes voyaient leur ratio changer de manière positive ou négative, donc on en a conclu qu'ils étaient indépendants de la vitesse angulaire. Donc c'est tout pour ces deux premiers exercices, j'espère que ça a été clair pour vous et je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous, on se retrouve pour la matinée des kinés, pour le rappel de cours numéro 2 sur les bases physiques. Les grandes variables de la mécanique. Donc d'abord la masse et l'inertie. Le principe d'inertie consiste à dire que si un objet est soumis à plusieurs forces dont la résultante est nulle, l'objet au repos reste au repos, et l'objet en mouvement continue à se mouvoir à vitesse constante. La gravité et la masse sont définies par la force de pesanteur par la relation P égale à M fois G, avec P le poids en newton, M la masse en kilogrammes, et G l'accélération de pesanteur en mètres par seconde moins 2. Donc à retenir, c'est une formule super importante. Au niveau des forces, il en existe 4 types. Donc la force électromagnétique, la force gravitationnelle, donc le poids, l'interaction forte et l'interaction faible. Donc, on retiendra surtout la force gravitationnelle, le poids, qui nous concerne beaucoup plus en biomécanique. Au niveau des énergies, on a 4 types aussi. Donc l'énergie potentielle, liée à la gravité, l'énergie cinétique, liée à la vitesse, l'énergie mécanique, qui est liée au mouvement de l'objet, et l'énergie électrique, liée au courant électrique. Le système musculaire transforme l'énergie chimique apportée par les ions calcium pour produire un travail mécanique. La contraction d'un muscle produit 30% de force et 70% de chaleur. Donc lors d'une contraction,
30% de l'énergie est utilisée pour la force et le reste pour la chaleur. Donc voici un tableau récapitulatif des unités des grandes variables de la mécanique. Et la somme des forces est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire en rad par seconde moins 2. Le moment d'inertie se calcule de telle manière. I est égal à m fois k au carré, attention à ne pas l'oublier, en kilogrammes par mètre carré, avec m la masse en kilogrammes et k le rayon de gyration en mètres, donc la distance entre l'axe de rotation 0 et le centre de gravité. Attention, le moment d'inertie s'applique au centre de gravité et non pas au centre de la masse. Donc on a un exemple ici, dans quelle position le moment d'inertie est-il le plus grand? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Et donc le moment d'inertie serait le plus grand en position C, car c'est là que le rayon de gyration est le plus important. Donc dynamique, quantité de mouvement. Dans le cas d'un mouvement rectiligne, on a P est égal à M fois V en kilogrammes par mètre par seconde moins 1. Dans le cas d'une rotation, on utilise le moment cinétique. Dans ce cas-là, L est égal à I fois la vitesse angulaire en kilogrammes par mètre carré par rad par seconde moins 1. Donc attention à bien convertir les angles en radians dans les exercices. C'est super important. Si absence de force externe, P et L se conservent. À noter que plus la masse et le rayon de gyration augmentent, plus la vitesse diminue. Travail, énergie et puissance. Donc le travail, dans le cas d'un mouvement rectiligne, le travail est égal à F fois D en joules, avec F la force en newton et D la distance parcourue en mètres. Dans le cas d'une rotation, le travail est égal à M fois θ en joules, avec M le moment de force en newton par mètre, θ l'angle parcouru. L'énergie. Donc on a petit 1 l'énergie potentielle élastique. Donc EP est égal à 1/2 de K fois X au carré. Donc avec K la constante élastique en newton par mètre moins 1. X la déformation en mètres. La force d'un ressort, ça fait F est égal à K fois X. Avec K la constante élastique en newton par mètre moins 1 et X la déformation en mètres. L'énergie potentielle d'une masse, EP est égal à M fois G fois H, avec M la masse en kilogrammes, G la constante gravitationnelle en mètres par seconde moins 2, H l'altitude en mètres. L'énergie potentielle cinétique, dans le cas d'un mouvement rectiligne, est égale à EC, est égale à 1/2 de mv au carré. Dans le cas d'un mouvement en rotation, EC, donc angulaire, est égal à 1/2 de E fois la vitesse angulaire au carré. Attention au carré, c'est super important. On définit l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. En l'absence de forces extérieures, l'énergie totale du système est constante au cours du temps. Donc EM1 est égal à EM2, soit EP1 plus EC1 est égal à EP2 plus EC2. Par exemple, on lance un javelot dans les airs avec une vitesse V initiale et par conséquent une énergie cinétique EC. À cet instant, EM est égal à EC1. Le javelot avance dans les airs, au fur et à mesure sa vitesse diminue et devient nulle. On a V0 et donc EC1 égale 0. L'énergie cinétique s'est en fait transformée en énergie potentielle EP et le javelot entame une chute libre due à son poids vers le sol. On a alors EM2 égale EP. Au niveau des puissances, la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre.
c'est donc un débit d'énergie. Donc on en déduit la formule P est égal à F fois V, qui est aussi égal à m fois la vitesse angulaire, aussi égal à travail divisé par le temps. Donc la puissance s'exprime en watts. Donc dynamique, le mouvement. Mouvement rectiligne uniforme. On a donc une image de l'enregistrement A qui illustre un mouvement rectiligne uniforme, qui se traduit par la formule XF est égal à V fois T plus X0. V égale constant, alpha égale 0. Le mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc voici un schéma, qui se traduit par la formule XF est égal à 1/2 de alpha fois T au carré, plus V0 fois T plus X0. Donc on a XF, c'est la position initiale, XF, la position finale, X0, la position initiale, alpha, l'angle, T, le temps, et V0, la vitesse initiale. VF, donc la vitesse finale, est égale à alpha fois T plus V0. Alpha est constant. Donc le mouvement circulaire, on a aussi une illustration juste ici. Donc sa position xm est égale à xc plus r fois cos θ de t. Donc à retenir, ces formules sont super importantes aussi. On en a vu une arma d'ailleurs. Ym est égal à yc plus r sin θ de t. Avec xc et yc, les coordonnées du centre du cercle. La vitesse angulaire en rad par seconde, on a la vitesse angulaire est égale à d de θ sur dt. La vitesse linéaire en mètres par seconde, c'est v est égal à r fois la vitesse angulaire, avec r le rayon de gyration en mètres. Et donc on a ici une autre illustration. Donc l'accélération angulaire est égale à la somme des moments sur i en rad par seconde moins 2. L'accélération tangentielle est égale à alpha de t est égal à r fois l'accélération angulaire en rad par seconde moins 2. L'accélération normale est égale à r fois la vitesse angulaire au carré en rad par seconde moins 2. Notez que toutes les unités sont les mêmes ici. Le mouvement circulaire uniforme, donc on a donc ici une autre illustration. Sa position xm est égale à xc plus r de cos θ plus la vitesse angulaire fois t. Et ym est égal à yc plus r sin θ0 plus vitesse angulaire fois t. La vitesse angulaire est constante, l'accélération angulaire est constante, enfin égale 0. Et donc, dans ces cas-là, on a différents schémas qui s'appliquent. Mouvement circulaire uniformément accéléré, donc on en voit un autre schéma. Donc la position θ est égale à 1/2 de l'accélération angulaire fois t au carré, plus la vitesse angulaire à 0 fois t plus θ0. La vitesse angulaire se traduit par l'accélération angulaire fois t plus la vitesse angulaire à la position initiale. L'accélération angulaire est constante. Et donc voici d'autres schémas. Outils d'analyse du mouvement. Alors ça, c'est une partie du cours il faut bien insister dessus, il faut bien retenir. Donc les goniomètres, ce sont des outils manuels ou électroniques qui se permettent de mesurer des angulations articulaires déterminant les amplitudes de mouvement. Donc on a ici des illustrations. Il faut savoir qu'en kiné, nous, on s'en sert beaucoup. Les systèmes optoélectroniques,
qui permettent de capturer le mouvement de personnes réelles à l'aide de plusieurs points lumineux captés par des caméras pour former une image 3D. Donc c'est utilisé dans le milieu médical pour l'analyse de la marche. Il permet de modéliser le mouvement. Accéléromètre, il mesure le taux d'accélération et la vitesse de course. Podomètre mesure les pas et détermine la distance parcourue. Actigraphe, donc ça ce sont des types d'accéléromètres. Actigraphe mesure l'activité, calcule la quantité de mouvement, la qualité du sommeil, exemple, montre connectée. Plateforme de force ou de stabilométrie, donc ce sont des capteurs de force dans les 3 dimensions, donne la résultante de la force, les moments et le centre de pression, mesure l'équilibre statique ou l'évolution de la force appliquée au sol. 2 possibilités, mesurer la force de réaction au sol ou bien l'équilibre du sujet avec des variables différentes. Les dynamomètres. Ils permettent de mesurer les moments articulaires à différents angles, différentes vitesses et pour différents mouvements, donc excentriques, concentriques ou isocentriques. Ils obligent le sujet à faire un mouvement à un angle et à une vitesse déterminée. Ils permettent d'évaluer les capacités physiques du sujet pendant la rééducation ou après un programme d'entraînement. Donc ça ressemble à ça. Électromyographie, très utilisée en neurophysiologie. L'appareil reçoit un signal électrique provenant d'une activité musculaire. Le signal est une onde de dépolarisation. Il va dépendre de la capacité du corps à diffuser l'électricité. Donc on utilise pour ça des électrodes de surface ou dites invasives. La difficulté de détection est importante car le signal est très faible. On a une difficulté aussi de comparaison et de reproductibilité des mesures. C'est utilisé pour connaître la meilleure posture en comparant la force dans différentes positions et connaître les muscles sollicités lors d'un mouvement. Donc ça peut être utilisé par exemple pour une paralysie partielle, savoir quels muscles sont utilisés. Donc voilà, la fin du diaporama. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et bon courage à tous. Au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un rappel de cours sur les moments d'inertie et les moments cinétiques. Donc l'inertie est notée I et va s'appliquer au niveau du centre de gravité. Donc sa formule c'est I égale à M fois K au carré. Donc M c'est la masse en kilos et K c'est le rayon de gyration. Donc les unités du moment d'inertie sont kilos par mètre carré. Ça correspond à la distance entre l'axe de rotation O et le centre de gravité. Mais il faut faire attention car le centre de masse, c'est pas forcément le centre de gravité. Faites bien attention dans les exercices. Ensuite, la quantité de mouvement est conservée en l'absence de force externe. Et la formule du coup de la quantité de mouvement, c'est P égale à M fois V, donc la masse fois la vitesse. Donc son unité, c'est kg par mètre par seconde moins 1. Et on sait que P1 égale à P2. Donc, le moment cinétique L va jouer un rôle similaire à la quantité de mouvement, mais dans le cas de la rotation. Donc, le moment cinétique L, c'est égal au moment d'inertie fois à la vitesse angulaire, et L1 égale à L2. Donc, en absence de force externe, la quantité de mouvement P et le mouvement cinétique vont être conservés. Donc, lorsque le plongeur déplie son corps, son mouvement d'inertie augmente et sa vitesse de rotation diminue. Et lorsque la patineuse rapproche ses bras, son mouvement d'inertie diminue et sa vitesse angulaire augmente. Ça, c'est un peu pour appliquer la théorie. Ensuite, les différentes énergies. Donc, on a l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est égal à 0,5 fois K fois X au carré. K étant la constante d'élastique en newton par mètre moins 1. Et X étant la déformation en mètres. La force dans un ressort comprimé et l'énergie potentielle associée est
l'énergie potentielle d'une masse. Donc l'énergie potentielle égale à la masse fois G, la constante gravitationnelle, fois H, la hauteur, en mètres. Voilà, une petite illustration de nous si on avait été au ski, j'imagine. Ensuite, l'énergie cinétique. Donc, on va avoir deux formules, une pour le mouvement linéaire et une pour le mouvement en rotation. Donc, l'énergie cinétique linéaire, c'est égal à 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Et pour un mouvement en rotation, on a l'énergie cinétique angulaire qui est égale à 0,5 fois le moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré. En l'absence de force extérieure, le poids à part, l'énergie totale d'un système isolé est invariante au cours du temps. Ensuite, pour calculer l'énergie mécanique, on sait que l'énergie mécanique c'est égal à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, on sait que l'énergie mécanique 1 égale à l'énergie mécanique 2. Donc, l'énergie potentielle 1 plus l'énergie cinétique 1 égale à l'énergie potentielle 2 plus l'énergie cinétique 2. En condition de chute libre, donc c'est-à-dire sans frottement, la variation d'énergie potentielle va correspondre au travail du poids. Donc travail du poids égale à l'énergie potentielle 2 moins l'énergie potentielle 1, qui est égale à la masse fois la constante gravitationnelle fois la variation de hauteur, donc H2 moins H1. Donc le travail va s'exprimer en joules. Donc là, je vous ai mis différentes formules pour calculer le travail en fonction des données de l'exercice. Donc, on a le travail qui est égal à la force fois la distance. On a le travail qui est égal au moment de force fois à l'angle parcouru. Ou travail égal à l'énergie potentielle 2 moins l'énergie potentielle 1. Ou l'énergie cinétique 2 moins l'énergie cinétique 1. Ensuite, pour calculer la puissance. Donc, la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre. Donc, la puissance va correspondre à un débit d'énergie et s'exprime en watts. Donc voilà, je vous ai mis différentes formules encore une fois pour calculer la puissance. Alors, on a la puissance égale à la force fois la vitesse, égale au moment de force fois la vitesse angulaire et est égale au travail sur le temps. Donc la partie cours est terminée et maintenant on va passer aux exercices. Donc on va passer aux exercices. Donc l'exercice 3, c'est la team UE13 arrive à la station et décide d'aller à la patinoire pour commencer la journée. Donc, tandis que la totalité de la team tombe comme des mouches, Manon, qui pèse 60 kg, se lance et commence à tourner sur elle-même avec beaucoup de classe. Elle a une vitesse de rotation initiale de 4 mètres par seconde, un rayon de gyration initial de 0,73 mètres et un rayon final de 0,35 mètres. Il n'y a pas d'apport de force externe. Alors, première question, rappelez les différentes formules des moments d'inertie et cinétique. Donc, on a vu ça tout à l'heure dans le rappel de cours. Le moment d'inertie égale à la masse fois le rayon de gyration au carré et le moment cinétique égale au moment d'inertie fois la vitesse angulaire. Question 2. Calculez le moment d'inertie de Manon en position initiale et finale. Alors, Manon a une masse de 60 kg et un rayon de gyration de 0,73 mètres en position initiale et un rayon final de 0,35 mètres. Donc, en position initiale, le moment d'inertie de Manon vaudra I initial égale à 0,73 au carré, donc ça c'est bien le rayon de gyration, donc K, fois 60 c'est la masse, donc c'est égal à 31,97 kg par mètre au carré. Et en position finale, on fait la même chose, mais avec son rayon de gyration finale, donc 0,35, ce qui donne le moment d'inertie finale égal à 0,35 au carré fois 60 la masse, qui est égal à 7,35 kg par mètre carré. Ensuite, question 3. Quelle est la vitesse finale de Manon ? Donc, en l'absence de force externe, on sait que le moment cinétique est égal à une constante. Donc, on sait que le moment cinétique initial est égal au moment cinétique final. Ainsi, on a I initial fois la vitesse angulaire initiale égale au moment d'inertie finale fois la vitesse angulaire finale. Donc on modifie l'équation pour juste chercher la vitesse finale.
Et donc du coup, ça fait que la vitesse finale égale au moment d'inertie initiale fois la vitesse angulaire initiale sur le moment d'inertie finale. Or, on sait que la vitesse initiale, c'est la vitesse sur le rayon. Donc c'est égal à 4 divisé par 0,73 qui est égal à 5,48 radians par seconde. Donc on remplace pour trouver la vitesse angulaire finale et ça va nous donner 31,97, donc ça on l'a trouvé à la question précédente, fois 5,48 sur 7,35. Et donc du coup, la vitesse angulaire finale, c'est égal à 23,84 radians par seconde, moins 1. Alors, on va faire l'exercice 4. Donc, première question, donner la définition et là où les formules de l'énergie potentielle et donner son unité. Alors, l'énergie potentielle, c'est le travail d'une force conservative. C'est de l'énergie disponible pour se transformer en d'autres formes d'énergie, telles que de l'énergie cinétique ou de l'énergie mécanique. Donc par exemple, quand une balle va tomber en chute libre vers le sol, l'énergie potentielle va diminuer et l'énergie cinétique va augmenter. Donc du coup, c'est une énergie, alors son unité, c'est le joule. Donc question 2. Lisa tente de viser avec son élastique un tuteur qui l'a doublé sur la piste noire. L'élastique est considéré comme un ressort avec K égale à 1100 N par mètre moins 1. Donc il se déforme de 0,4 m. Donc calculer l'énergie potentielle de l'élastique que Lisa veut envoyer. Alors, on connaît la formule de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, c'est égal à 1,5 fois K fois X au carré. On a vu ça dans le rappel de cours tout à l'heure. Donc, on doit remplacer les valeurs dans la formule et ça nous donne 88 joules. Faites attention à ne pas oublier le carré. C'est une erreur assez fréquente. Donc, question 3. Remplir le tableau en expliquant avec des mots et sans calcul la variation des énergies mécaniques, cinétiques et potentielles. Donc ça, c'est pour bien comprendre la relation entre ces trois énergies. Alors, voici le tableau. Et, alors, au début de la tension, donc début de la tension avec l'élastique, donc là j'ai un élastique, hop, donc début de la tension. L'énergie mécanique, c'est la même valeur que l'énergie potentielle car l'énergie cinétique est nulle. Donc l'énergie cinétique, elle est nulle et l'énergie potentielle, elle va augmenter jusqu'à atteindre son maximum quand l'élastique se tend. Voilà. Donc, l'élastique, il est tout tendu. Énergie mécanique, c'est égal à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique avec l'énergie... Hop, alors, attendez. L'énergie cinétique qui augmente et l'énergie potentielle qui diminue. Et à la fin de course de l'élastique, donc quand il part... C'est la même valeur que l'énergie cinétique, l'énergie potentielle étant nulle. L'énergie cinétique, elle est maximale et l'énergie potentielle, bah du coup, elle est nulle. Voilà, petite démo avec l'élastique, je sais pas trop si c'était visible, mais j'espère que vous avez compris. Question 4. Donnez la définition, l'unité et la formule de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement par rapport à un référentiel donné. Donc sa valeur va dépendre du référentiel choisi et son unité c'est le joule parce que c'est une énergie. Donc l'énergie cinétique c'est égal à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Ne pas oublier le carré comme d'habitude. Donc question 5. Lisa veut ensuite poursuivre un chamois à vélo tout-terrain. Elle fait 400 tours de pédalier en 7 minutes avec un moment d'inertie de 0,3 unité par unité internationale. Donc, quelle est l'énergie développée par le mouvement du pédalier ? Donc, on va prendre la formule de l'énergie cinétique angulaire, qui est égale à 1,5 fois le moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré, qui est égale à 0,5 fois 0,3 fois vitesse angulaire qu'on ne connaît pas. Donc, on va la chercher. Sachant que l'on ne connaît pas la vitesse angulaire en radians par seconde, on doit la convertir. Donc on sait que 1 tour c'est égal à 2π. Donc sachant que Lisa fait 400 tours, on fait un produit en croix et donc du coup ça fait 400 fois 2π égale à 800π radians. Ensuite, on sait que dans une minute il y a 60 secondes, donc pour avoir la vitesse angulaire, on fait 800π radians divisé par 7 fois parce qu'il y avait 7 minutes, fois 60 pour convertir en secondes, et ça fait 5,98 radians par seconde moins 1. Donc c'est bon, on a trouvé notre vitesse angulaire,
Et l'énergie libérée est donc l'énergie cinétique angulaire égale à 0,5 fois 0,3 fois 5,98, c'est ce qu'on a trouvé pour la vitesse angulaire au carré, qui est égale à 5,36 joules. Donc, 6e question. Après avoir cassé son VTT, elle continue en courant. Elle court à une vitesse moyenne de 12 km/h avec une force de frottement de 40 Newton. Donc, combien développe-t-elle de puissance ? Donc là, pareil, on a la vitesse moyenne en km par heure, donc il faudra convertir en mètres par seconde. Et voilà. Donc, combien développe-t-elle de puissance ? Donc, la formule de la puissance, c'est P égale à F fois V. Donc, la force égale à 40 newtons fois donc 12 km/h divisé par 3,6, donc ça donne en mètres par seconde, et on trouve 133,33 watts, parce que la puissance c'est des watts. Bien faire attention aux unités. Et elle court pendant 5,2 km derrière le chamois. Quelle énergie a-t-elle développée ? Elle court quand même longtemps derrière le chamois. Donc quelle énergie a-t-elle développée ? Donc on sait que P c'est égal à l'énergie sur le temps. Donc du coup, on change l'équation pour avoir l'énergie égale à la puissance fois le temps. Donc on sait qu'elle court 5 km à 12 km par heure. Donc on reprend les formules un peu de base, donc V égale à D sur T. Donc on change l'équation pour chercher le temps, et donc du coup le temps égale à la distance sur la vitesse, qui est égale du coup à 5200. Donc 5200 c'est... Donc 5200 c'est la distance sur 12 divisé par 3,6, donc pour mettre en secondes. Enfin pour mettre en mètres par seconde, car on l'avait en kilomètres par heure. Et donc du coup ça nous donne 1560 secondes. Donc maintenant on peut calculer son énergie. Donc l'énergie égale à la puissance fois le temps, qui est égale à 133,33, donc ça c'est le résultat qu'on a trouvé à la question précédente, fois 1560 secondes, égale du coup à 207 994,8 joules. Question 8. Lisa finit par abandonner le chamois et écrit dans la neige pour passer le temps. Elle essaie de se rappeler des unités de l'énergie et de la puissance. Donc montrez-lui quelles sont les unités en détail. Vous utiliserez les unités du système international et la métrologie. Donc ça c'est pour vraiment que vous compreniez bien toutes les unités et que vous puissiez retrouver les formules grâce aux unités aussi, si jamais vous avez un trou de mémoire pendant le concours. Donc, on sait que l'unité de l'énergie est le joule. Or, le joule égale à des newtons fois des mètres. Donc les newtons, c'est la force, se décompose en newtons égale à la force égale à la masse fois l'accélération mètres par seconde moins 2. La masse étant en kilos. Donc, on sait que le newton égale à des kilos par des mètres par des secondes moins 2. L'énergie est donc en joules, d'où l'énergie égale à des newtons fois des mètres. Donc, c'est égal. Donc, on sait que les newtons, c'est des kilos par des mètres par des secondes moins 2. Donc, le joule, on va juste rajouter 1 mètre. Donc, ça fait des kilos par mètre carré par seconde moins 2. Et la puissance est en watts, et le watt c'est aussi des joules par seconde moins 1, donc par le même procédé que précédemment, on sait que du coup on va écrire le watt tel que des kilos fois des mètres carrés fois des secondes moins 3. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On aurait bien aimé être avec vous dans l'amphi, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous ai mis un petit starter pack de l'étudiant en kiné avec du talc, un squelette, un petit shorty pour pouvoir se palper les muscles, et voilà quoi, vous comprenez. Écoutez, bon courage, et j'espère que vous avez compris les exercices. Donnez tout, c'est bientôt la fin, alors bon courage, et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Ayez confiance en tout cas. Au revoir. Très bien, donc on va maintenant passer au dernier exercice qui est l'exercice 4, donc courage à vous. Donc on va commencer par lire l'énoncé et les différentes questions, à savoir Manon décide de descendre une piste à toute vitesse. Malheureusement pour elle, elle tombe et continue de dévaler la piste en formant une énorme boule de neige. Celle-ci a un diamètre de 3,2 mètres et une masse totale de 3 quintaux.
Elle passe alors de façon uniforme d'une vitesse angulaire de 0 radians par seconde à t égale 0 à une vitesse de 16 200 degrés par minute à t égale 3 secondes, puis garde cette vitesse constante. Le pied de Manon est à la surface de la boule formée et a pour position 1,13 à t égale 0 secondes. Première question, rappelez les formules nécessaires au calcul de la somme des moments de force dans un mouvement circulaire. Deuxième question, calculer la somme des moments de force durant la phase d'accélération. Troisième question, déterminer les formules nécessaires au calcul de coordonnées à un temps t1, décomposées en un mouvement circulaire avec accélération constante pendant une durée delta t2, suivi d'une vitesse constante pendant une durée delta t3. Question 4, calculer la position du pied de Manon à t égale 5 secondes. Question 5, rappeler les formules nécessaires au calcul d'accélération tangentielle normale et de vitesse linéaire. Question 6, calculer la vitesse linéaire à t égale 6 secondes. Question 7, calculer les accélérations tangentielles et normales à t égale 9 secondes. Et enfin, question 8, calculer le moment d'inertie à t égale 1 seconde. Donc on va commencer par la question 1, à savoir rappeler les formules nécessaires au calcul de la somme des moments de force dans un mouvement circulaire. Donc, dans un mouvement circulaire, la somme des moments de force est égale au moment d'inertie multiplié par l'accélération angulaire. Le moment d'inertie étant égal à la masse de l'objet en rotation multiplié par le rayon de gyration au carré, et l'accélération angulaire étant la différence des vitesses angulaires sur le temps nécessaire à cette variation de vitesse. On a donc m qui est égal, la somme des moments de force qui est égale à la masse multipliée par le rayon de gyration au carré, multiplié par la vitesse angulaire à un temps t2 moins la vitesse angulaire à un temps t1 sur la différence de ces deux temps. Ensuite, on a la question 2, à savoir calculer la somme des moments de force durant la phase d'accélération. Puisqu'on a donné les différentes formules précédemment, on sait que t1 égale 0 et que t2 égale 3 secondes. Donc, on a déjà notre delta t. Ensuite, il faut déterminer notre delta vitesse angulaire, delta oméga. On sait que à l'instant t égale 0, la vitesse angulaire est nulle, puisque on a une vitesse angulaire de 0 radians par seconde. Et la vitesse angulaire au temps t2, donc à 3 secondes, est égale à 16 200 degrés par minute. Et il faut passer donc de ces degrés par minute en radians par seconde. Pour ramener la vitesse de degrés par minute à degrés par seconde, on va diviser ce 16 200 par 60. Et ensuite, on va rapporter en radians par seconde en multipliant le résultat qu'on aura obtenu par pi et en le divisant par 180. On peut... il est surtout conseillé, si jamais vous avez un petit peu de mal des fois, par exemple avec les conversions entre radians, degrés, tours, etc., de faire un petit tableau en croix, et histoire d'aller ça ira quand même assez vite le jour du concours, et puis ça vous permettra d'assurer vos conversions. Ainsi, on a donc la vitesse à t2, donc à t égale 3 secondes, qui vaut 16 200, qui est donc le nombre de degrés par minute, divisé par 60 pour passer en degrés par seconde, et multiplié par pi divisé par 180 pour passer en radians par seconde. On obtient donc un résultat qui est d'une vitesse angulaire à t égale 3 secondes, qui vaut 1,5 pi radians par seconde. Suite à cela, on peut donc calculer l'accélération angulaire qui sera nécessaire à la suite du calcul. Et on l'obtient donc, comme donné par la formule tout à l'heure, comme la différence des vitesses angulaires sur la différence des temps. On a donc une accélération angulaire qui vaut la vitesse angulaire à t2 moins la vitesse angulaire à t1 sur la différence des temps, donc t2 moins t1. La vitesse angulaire à t2, on vient de la calculer, elle fait 1,5 pi radians par seconde. Et la vitesse angulaire à t0, enfin t1 mais qui vaut 0 secondes, vaut 0. Pareil pour les temps, t2 vaut 3 secondes et t1 vaut 0 secondes. Donc on a 1,5 pi sur 3, ça donne 0,5 pi radians par seconde carrée. Donc ça c'est notre accélération angulaire. Et donc finalement, on peut calculer la somme des moments de force pendant la phase d'accélération comme étant la masse qui vaut donc 3 quintaux, donc 300 kg, multiplié par le rayon de gyration. Attention, ici on a donné le diamètre et non pas le rayon, donc on divise le diamètre par 2 et on élève le tout au carré, multiplié par cette accélération angulaire qu'on vient de donner.
Et on obtient donc, au final, une somme des moments de force qui vaut 1206,4 Nm. Ensuite, on passe à la question 3, à savoir déterminer les formules nécessaires au calcul de coordonnées à temps t1, décomposées en un mouvement circulaire avec une accélération constante pendant une durée delta t2, suivie d'une vitesse constante pendant une durée delta t3. Alors cette formule-là n'est pas donnée dans le cours en elle-même, ce calcul-là n'est pas expliqué dans le cours, mais puisqu'on a décomposé ce mouvement en un mouvement d'abord circulaire uniforme, puis circulaire accéléré de façon uniforme, puis circulaire uniforme, donc sans accélération, on peut tout simplement calculer les deux angles parcourus pendant un premier temps, puis pendant un deuxième. Donc, quel que soit le type de mouvement circulaire que l'on aura, la coordonnée en abscisse sera toujours la coordonnée du centre plus le rayon multiplié par le cosinus de l'angle parcouru. Et pour les coordonnées en ordonnée, cette fois, ce sera toujours y est égal à y du centre, donc l'ordonnée du centre, plus le rayon multiplié par le sinus, cette fois, de l'angle parcouru. Donc, ce qui est important, c'est surtout de déterminer l'angle parcouru. Pour calculer donc cet angle parcouru dans le cadre d'un mouvement uniformément accéléré, et qui est suivi d'un mouvement à vitesse constante, on peut donc le décomposer en deux façons, en deux parties entre guillemets. On commence par calculer l'angle parcouru pendant la phase d'accélération, donc pendant delta t2. On a alors l'angle parcouru pendant delta t2 qui vaut 0,5 ou 1,5, comme vous voulez, ça revient exactement au même, multiplié par l'accélération angulaire qu'on a calculée précédemment, multiplié par cette durée delta t2 au carré, plus la vitesse angulaire initiale, multipliée par, pareil, ce delta t2 au carré, ce delta t2 tout simplement, et auquel on ajoute l'angle initial, c'est-à-dire la position un petit peu de nos points dans ce mouvement circulaire. Donc une fois qu'on a calculé cet angle parcouru pendant la phase d'accélération, on peut calculer l'angle qui est parcouru cette fois pendant la phase de vitesse constante, en utilisant cette fois-ci alors une vitesse angulaire prime d'origine, puisque cette fois-ci la vitesse angulaire d'origine pour le moment de la vitesse angulaire constante ne sera pas la vitesse angulaire donnée dans l'énoncé, mais bien celle qu'on aura calculée comme étant à la fin de delta t2, et donc qui sera au début de delta t3, mais non pas au début du mouvement. Donc on aura cette vitesse angulaire qui est oméga prime 0, multiplié par ce delta t3, et auquel on ajoutera donc l'angle d'origine. Et cet angle d'origine sera aussi un θ'. Pourquoi ? Parce que ce θ' sera en fait l'angle parcouru précédemment lors de la phase d'accélération. Et donc on aura, je l'ai dit tout à l'heure, la vitesse angulaire d'origine, donc oméga 0', qui sera égale à oméga au moment de départ, entre guillemets, au début de delta t3. Donc on aura finalement, si on fait la somme de nos angles, on aura bien un angle parcouru pendant cette durée delta t1, enfin à ce moment t1 plutôt, qui sera donc égal à la vitesse angulaire au début de la phase de vitesse angulaire constante, multiplié par cette durée, donc de vitesse constante, auquel on ajoutera l'angle parcouru pendant la phase d'accélération. Ce qui nous donnera donc, si on développe un petit peu l'ensemble, un angle parcouru au total qui est égal à la vitesse angulaire au début du mouvement circulaire uniforme, multiplié par la durée de ce mouvement circulaire uniforme, auquel on ajoutera donc l'angle parcouru pendant la phase d'accélération, qui est donc égal, comme dit précédemment, à 0,5 ou 1,5, multiplié par l'accélération angulaire, multiplié par la durée de cette phase d'accélération au carré, auquel on ajoutera
cette fois-ci, la vitesse angulaire d'origine qui est donnée dans l'énoncé. Ainsi, on aura donc deux vitesses angulaires d'origine qui seront différentes dans la formule, à savoir le oméga 0 qui est celui donné dans l'énoncé et qui vaut donc 0 radians par seconde, et le oméga à delta t3, ou donc oméga 0 prime, qui lui sera égal à la vitesse angulaire au début de delta t3, et non pas au début du mouvement en lui-même. Faire attention. Et donc, on ajoutera encore l'angle d'origine au tout début du mouvement. C'est-à-dire, vraiment, ici par exemple, la position 1,13, 1,13. Et donc on aura l'abscisse à T1, qui sera donc égal à l'abscisse du centre, plus le rayon multiplié par le cosinus de l'angle qu'on viendra de calculer, et Y à T1, donc l'ordonnée à T1, qui sera égal à l'ordonnée du centre, plus le rayon multiplié par sinus, cette fois-ci de l'angle qu'on viendra de calculer. Si on passe maintenant à l'application numérique, il faut commencer par déterminer le θ0, à savoir l'angle au début du mouvement, au tout début du mouvement, avant même la phase d'accélération ou la phase de mouvement uniforme, il faut déterminer θ0. Donc, on a les coordonnées du pied de Manon, qui est donc le pied étant le point dont on cherche les coordonnées à t égale 5 secondes, et il a pour position, au début, 1,13 et 1,13. Et si on se souvient, on avait à l'origine la formule qui disait que l'abscisse était égale au rayon, puisque là on ne donne pas de coordonnées du centre, donc on part du postulat qu'elles sont nulles toutes les deux. Et donc on a la formule que l'abscisse à un temps t vaut le rayon multiplié par le cosinus de l'angle, et que l'ordonnée vaut le rayon multiplié par le sinus de l'angle. Donc premièrement, on va donc déterminer l'angle d'origine, donc θ0, comme étant cos exposant moins 1 ou arc cos de l'abscisse d'origine sur le rayon. Mais en plus, c'est aussi égal, donc, soit on prend le sinus et on prend l'abscisse, soit on prend arc sin et on prend l'ordonnée. C'est pareil, donc ça revient à arc sin ou sin exposant moins 1 de cette fois l'ordonnée à temps 0 sur le rayon, pour obtenir tout simplement l'angle à temps 0. On aura donc arc cos de 1,13 qui est la coordonnée en abscisse à t égale 0 sur le rayon 1,6, ou on a aussi arc sin de 1,13, donc l'ordonnée au temps 0, sur 1,6, toujours le rayon. Et on trouve un angle de départ qui vaut pi sur 4 radians. Attention, quand vous faites ces calculs-là, de bien avoir votre calculatrice en radians quand on utilisera des radians ensuite pour la suite des calculs. Donc, toujours vérifier. Le seul moment réellement où on utilisera des rayons, des degrés dans les calculs avec des sinus ou des cosinus, ce sera pour les calculs de moment de force, où là on utilisera surtout les degrés, donc bien attention à la valeur au réglage de votre calculatrice selon l'angle, mais sinon c'est très souvent les cosinus et sinus en radians, donc faites attention à ces réglages-là. Donc ensuite on a répondu premièrement, puisque la question 3 en fait visait à permettre de faire le calcul pour la question 4, on sait que Manon, si on va jusqu'à t égale 5 secondes, elle va avoir donc un mouvement accéléré uniformément pendant 3 secondes, c'est dit, et ensuite elle va garder cette vitesse constante pendant la suite, entre guillemets, du temps, le temps qu'on le veut. Donc ici, on va avoir 3 secondes de mouvement uniformément accéléré, et de mouvement circulaire évidemment. Donc, on va avoir, on l'a calculé précédemment, une accélération angulaire, qui vaut 0,5 pi radian par seconde carré. Enfin, par seconde carré, ou seconde moins 2. On fait bien attention à ne pas oublier le 0,5 pi radian, sinon ça changera tous les calculs. Ainsi, on aura donc un angle à t égale 3 secondes parcouru,
qui vaudra, comme dans la formule décrite précédemment, 1,5 ou 0,5 multiplié par l'accélération angulaire, multiplié par le temps au carré, donc ici 3 secondes, auquel on ajoutera la vitesse angulaire initiale. Alors ici on est au début du mouvement, donc on fera bien attention à prendre une vitesse angulaire qui est donc nulle, multiplié pareil par la durée, donc 3 secondes, ce qui sera de toute façon nul, et auquel on ajoutera l'angle initial qu'on vient de calculer, et qui vaut donc pi sur 4 radians. Donc on se retrouve avec un calcul qui nous donne 0,5, multiplié par 0,5 pi, on pense bien ajouter le pi, donc, qui est l'accélération angulaire, multiplié par 3 au carré, donc le temps de cette phase d'accélération, la durée de cette phase d'accélération au carré, plus 0, donc la vitesse angulaire initiale, multiplié par les 3 secondes, donc ça, ce sera nul, et auquel on ajoutera le pi sur 4, à savoir l'angle qu'on a calculé comme étant l'angle initial. Et on trouve donc un angle à t égale 3 secondes qui vaut 5 demi de pi. Et ce 5 demi de pi, on va l'utiliser comme étant le θ0' pour la deuxième partie du calcul, à savoir la partie cette fois de mouvement à vitesse constante, puisque en effet, si on calcule l'angle à t égale 5 secondes, on va décomposer le mouvement qui va être décrit par Manon dans la boule de neige comme étant 3 secondes de phase d'accélération, puis 2 secondes de mouvement à vitesse constante, puisque dans ces 5 secondes, on aura bien les 3 premières secondes d'accélération, et les secondes restantes, donc les 2 secondes, qui seront un mouvement cette fois à vitesse constante, de valeur 1,5 pi radian par seconde, puisqu'on l'a calculé précédemment, et enfin, avec un angle de départ qui est donc cette fois-ci celui calculé précédemment, donc celui de la phase d'accélération, et qu'on a nommé donc comme étant θ0', ou ayant comme valeur 5 demi de pi. On va donc se retrouver cette fois-ci avec un angle à t égale 5 secondes, qui vaut la vitesse angulaire à t égale 3 secondes, cette fois, puisque la vitesse angulaire de départ du mouvement à vitesse constante n'est pas de 0 ou 0 pi radian par seconde, mais de 1,5 pi radian par seconde, qu'on va multiplier donc par cette fois les 2 secondes de vitesse constante, et auquel on va ajouter l'angle parcouru pendant la phase d'accélération. On aura donc 1,5 pi, la vitesse à t égale 3 secondes, multiplié par les 2 secondes de ce mouvement, et auquel on ajoute les 5 demi de pi qu'on a calculé précédemment. Et on obtient au final un angle qui vaut donc 11 demi de pi. Donc, c'est-à-dire que à t égale 5 secondes, l'angle formé par le pied de Manon avec par rapport à l'origine, entre guillemets, vaut 11 demi de pi. Donc une fois qu'on a calculé cet angle-là, on peut tout simplement calculer, puisque la formule elle est toujours la même, les coordonnées donc de son pied à t égale 5 secondes, à savoir donc pour les abscisses qu'on multiplie le rayon par le cosinus de l'angle qu'on vient de calculer, puisque je le rappelle, les coordonnées du centre n'étant pas données, on part du postulat qu'elles sont nulles, les deux, 0 et 0. Donc on a un rayon qui vaut 1,6, il faut bien penser à diviser le diamètre par 2, comme dans la question 2. Multiplié donc par le cosinus de l'angle qu'on vient de calculer, et ça nous donne un résultat nul. Et ensuite, pour cette fois-ci, le calcul pour l'ordonnée de son pied, à t égale 5 secondes toujours, on prend pareil le rayon multiplié cette fois-ci par le sinus de l'angle, soit 1,6 sinus de 11 demi de pi, et on trouve moins 1,6. Donc, à t égale 5 secondes, le pied de Manon a pour position ou pour coordonnée 0, moins 1,6. Ensuite, rappelez les formules nécessaires au calcul d'accélération tangentielle, d'accélération normale et de vitesse linéaire. Alors, on commence par l'accélération tangentielle qui est égale au rayon multiplié par l'accélération angulaire. Ensuite, l'accélération normale, elle, vaut le rayon multiplié par le carré de la vitesse angulaire. Attention, entre l'accélération angulaire, le carré de la vitesse angulaire,
ne pas se faire piéger. Et c'est aussi égal donc à la vitesse linéaire au carré sur le rayon. Et la vitesse linéaire étant, elle, égale à la vitesse angulaire multipliée par le rayon. Le tout toujours en radians par seconde, et attention, jamais en degrés par seconde, c'est le radian qui est utilisé dans le système international, et le rayon toujours en mètres. Et enfin, si on veut utiliser la vitesse linéaire pour le calcul de l'accélération normale, on aura une vitesse qui, elle, sera en mètres par seconde. Donc, calculer la vitesse linéaire à t égale 6 secondes, on sait que, après t égale 3 secondes, la vitesse est constante, la vitesse angulaire est constante. Et on l'a calculé tout à l'heure comme étant égale à 1,5 pi radians par seconde. Donc, on va avoir, tout simplement, une vitesse linéaire à t égale 6 secondes qui vaut la vitesse angulaire, donc, qui est égale à 1,5 pi, multiplié par le rayon, toujours en mètres, qui vaut 1,6. Donc on aura une vitesse linéaire à t égale 6 secondes qui vaut 5,54 mètres par seconde, ou mètres seconde moins 1. Ensuite, calculer les accélérations tangentielles et normales à t égale 9 secondes. Donc cette fois-ci, il ne faut pas faire entre guillemets l'erreur de se dire qu'en effet, puisque la vitesse est constante, l'accélération est nulle et donc toutes les accélérations sont nulles. Car en effet, on l'a vu, l'accélération tangentielle est directement reliée à l'accélération angulaire. Donc si l'accélération angulaire est nulle, l'accélération tangentielle sera nulle. Puisque, en effet, on l'a dit, l'accélération tangentielle est égale au rayon multiplié par l'accélération angulaire. Donc si l'accélération angulaire est nulle, forcément la tangentielle sera nulle aussi. Cependant, il faut faire attention au fait que, à t égale 9 secondes, on a une vitesse angulaire, elle, qui n'est pas nulle. Elle vaut même 1,5 pi radians par seconde. Et on sait, on l'a rappelé précédemment, que l'accélération normale, elle, n'est pas liée à l'accélération angulaire, mais à la vitesse angulaire, enfin au carré de celle-ci d'ailleurs. Donc on va avoir une accélération angulaire à t égale 9 secondes qui sera égale à la vitesse angulaire à ce t égale 9 secondes au carré, multiplié par le rayon. Et on l'a dit dans la question déjà précédente que après t égale 3 secondes, la vitesse est toujours constante et elle vaut toujours 1,5 pi radians par seconde. Donc on va avoir une accélération normale qui sera égale à 1,5 pi le tout au carré, donc la vitesse angulaire en carré, multiplié par le rayon. Et cette fois, on aura donc 35,53 radians par seconde carré. Très important. Et enfin, on va chercher à calculer le moment d'inertie à t égale 1 seconde. Sachant que, quel que soit le temps, ici on n'a pas parlé de changement ni du rayon de gyration, ni de la masse. Ainsi, quel que soit le temps, quel que soit le temps auquel on calcule ce moment d'inertie, il sera le même. Et donc, on l'avait déjà plus ou moins calculé précédemment, on va le recalculer parce que c'est quand même très très important de savoir calculer un moment d'inertie. On va donc avoir, on le rappelle, le moment d'inertie qui est égal à la masse multipliée par le rayon de gyration au carré. Et ça donc, quelle que soit la vitesse angulaire, ce sera une valeur qui sera constante. Tant qu'on ne modifie ni le rayon ni la masse. On va donc avoir ici un rayon qui vaut 300, puisqu'on a une masse de 3 quintaux, donc de 300 kg, multiplié par le rayon de gyration au carré, donc 1,6 au carré. Ou, si on veut utiliser le diamètre, 3,2 sur 2, le tout au carré. Et on trouve donc un moment d'inertie assez important, qui vaut 768 kg mètre carré. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc vous pouvez de toute façon m'envoyer un mail à l'adresse du chef Kiné. Bonne fin de journée.